Rebonjour, je vais clôturer le cycle de conférences d'aujourd'hui. Et vous avez peut-être déjà eu un regard sur l'exposition. Et avec ça, vous avez peut-être aussi constaté que la période pour moi qui m'a davantage intéressé dans le travail de ce futur caractère bilingue japonais est la période entre 1950 à 1990. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres choses qui étaient créées après ou avant qui étaient intéressantes, et je vais même faire une petite introduction aussi historique pour rebrasser encore une fois les spécificités qu'on a avec les écritures japonaises et quels sont les défis qui sont à contourner. Mais comme on a aussi entendu dans d'autres conférences, les défis, c'est aussi toujours des moments où on peut être ingénieuse et essayer de trouver des solutions qui peuvent apporter des nouvelles formes. Et des fois aussi, les anciennes formes subissent des déformations et qui sont un résultat après de ça qu'on a aujourd'hui. Alors je vais très rapidement quand même revenir sur les origines de ça qui est aujourd'hui, qui fait part de l'écriture japonaise. Il faut dire que le Japon a relativement tard eu un système d'écriture comparé à d'autres pays, parce que c'est seulement à partir du IVe siècle que les Japonais ils ont commencé à s'exprimer par écrit via les signogrammes chinoises. Et les Chinois, ils ont déjà bien presque 2000 années plus tôt commencé à avoir leur écriture, qui est d'ailleurs aussi magnifique dans la façon comme les premiers dessins étaient vraiment très picturales, et on peut encore reconnaître des fois des personnages, des mains, des animaux. Il y a une sorte de simplification qui n'est pas encore trop abstraite comme ça a eu lieu après dans le développement. Et graduellement, d'une période à l'autre, les signes ont commencé à se encore davantage faire plus abstrait, simplifié, mais reste toujours encore jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ assez pictural, dans le sens où on peut encore voir et découvrir les lire même pour nous des fois dans leur sens qui est reproduit. Et c'est après l'année 0 où on peut dire vraiment les simplifications étaient poussées beaucoup plus loin, et à partir de la dynastie Tang, on est aussi c'est le moment où le Japon a commencé à importer et se servir des Hanzi, en chinois Hanzi, qui sont appelés en japonais kanji. Et pour comprendre un peu, bien sûr, à l'époque, ce n'était pas encore mis dans un carré strict, c'était plus libre, mais très rapidement, pour aussi faciliter l'utilisation et trouver une façon de donner forme, c'était mis dans un carré. Et ça, c'est une très belle visualisation qui vient de Nihonji Design, un ouvrage de Kainosuke Sato. Kainosuke Sato était un des très grands savants de la typographie japonaise, et il a œuvré entre 1950 jusqu'à sa mort avec un nombre d'ouvrages de très très haute qualité, et il y a quelques ouvrages de lui aussi que vous allez pouvoir regarder dans l'exposition. Ça, c'était une explication des différents traits. Caractère Mincho, ça veut dire aussi avec des contrastes à la base dessinés avec des pinceaux. La structure, comment on utilise le carré, comment on fait aussi les alignements optiques. Émilie a parlé de ça avec un exemple justement, et c'est similaire comme dans le latin. On fait aussi dans le latin, on fait des corrections optiques pour que après dans la horizontalité on est vraiment très très bien, sauf que
bien sûr, le japonais était davantage écrit en vertical. Mais schématiquement, ça vous donne une idée un peu du répertoire formel et des différentes situations qu'on peut trouver et qu'est-ce que ça signifie après aussi dans l'inscription et dans les corrections justement des auteurs et des largeurs qu'on va appliquer. Il y a une différence ou une complication majeure, et ça aussi on a déjà parlé, c'est la densité qui peut varier entre pratiquement un carré blanc et un carré qui est complètement noir, ça veut dire complètement rempli. Ça veut dire entre 2 lignées et 23, vous avez une multiplication de plus que facteur 10. Et ça, c'est une des très grandes difficultés avec les kanji, leur densité qui peut énormément changer. Ensuite, il y a la façon comment on positionne les différentes côtés pour dans le carré. Vous avez peut-être aussi entre-temps, vous le savez déjà que on travaille avec les kanji, avec les racines qui peuvent se recomposer et qui peuvent recréer des nouveaux assemblées, ce qui est assez pratique. C'est un peu une sorte de, on peut dire, c'est quelque part aussi un système modulaire, et ça évite aussi de devoir vraiment apprendre encore davantage des signes parce on peut se appuyer sur des racines qui sont déjà connues. Je montre cette visualisation de Ruichi Yamashiro. C'est devenu un des classiques dans la conception des affiches. Et la chose que je trouvais aussi très intéressante avec cette visualisation, il se servait vraiment essentiellement de la racine de l'arbre et après de la déclinaison avec 2, que c'est un petit bois, et avec 3, c'est un forêt. Et avec ces 3 kanji, il a recomposé un peu cette visualisation qui, en soi, est l'image de l'image. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de aussi donner une sorte d'explication de clé, comment les kanji fonctionnent d'une certaine manière. Les caractères japonais, c'est vraiment les 2 kana, étaient développés après plus tard, ça veut dire autour du 7e siècle. C'est d'abord le hiragana et ensuite peu après le katakana. Et la chose qui est intéressante avec ces 2 tableaux, c'est vraiment le développement, les déclinaisons à partir de quel kanji la simplification était faite, et on est arrivé après à ça qu'on connaît aujourd'hui comme les 2 syllabaires. Et pour les hiragana, il y a une sorte intermédiaire qui a eu lieu, une forme intermédiaire, c'était des sogana qui sont ici en rouge, qui était encore une forme intermédiaire. Des fois, ça a encore pas mal changé, des fois, c'était déjà assez proche de ça que vous allez avoir aujourd'hui et qui est utilisé aujourd'hui. Les katakana sont beaucoup plus angulaires et aussi, si vous voulez, beaucoup plus directs quelque part, sortis des kanji. Ça veut dire on a moins de transformations comme avec les hiragana. Et comme on a déjà entendu, les deux syllabaires couvrent exactement les mêmes sons. Mais la chose qui me semble importante de dire, on a ces 3 scripts, les kanji avec leur densité qui est un facteur qui est à prendre en compte. Après, beaucoup qui est orthogonal, horizontal, vertical. Les hiragana qui sont beaucoup plus doux, qui sont beaucoup plus rondes, qui sont pas dans une antipode, mais qui sont très différentes de cette manière-là. Et les katakana qui sont très, très angulaires. Sauf que c'est aussi ces 2-là, ils sont bien sûr beaucoup moins denses que les kanji, et tout ça, il faut articuler ensemble. Dans le développement du hiragana, on a vu, avant c'était reproduit avec la xylographie, ça veut dire avec des plaques en bois qui étaient gravées. C'était d'abord dessiné avec le pinceau et après gravé et reproduit comme ça.
Et le travail, bien sûr, comme toujours, l'outil a un énorme impact sur la façon formelle et sur la façon aussi esthétique comment certaines choses s'articulent. Et si vous regardez cette planche à gauche, une impression d'une œuvre de Utagawa Toyokuni, on voit bien que les hiragana qui descendent verticalement, très souvent ils sont liés entre eux. Ça veut dire que c'est une cursive qui permettait aussi, avec la façon de faire, qu'on enchaînait plusieurs hiragana, deux, même des fois plus, d'un seul trait. On a fait quelque chose comme une sorte de ligature, comme on parle ça aussi du latin, mais en vertical. C'est vraiment devenu très, très fluide. Et ça, c'était la première chose qui est devenue un problème, par exemple, au moment où on a commencé à se servir de l'impression en plomb. Parce que l'impression plomb, c'était impossible de créer des caractères. C'était pas impossible, mais c'était pas pratique de créer des caractères qui ont des longueurs différentes. Ça veut dire que c'était le moment aussi où on a forcé quelque part les glyphes du hiragana sur un carré. Ce qui a bien sûr beaucoup impacté esthétiquement, et c'est aussi quelque chose que Shintaro Yoka il a parlé de ce fait. Et on a à droite un tableau qui, un petit regard entre 1600, où la technique de l'impression plomb n'était pas encore présente au Japon, où c'était encore dessiné, et après comment ça se, formellement, le K, la lettre K, a se réarticulé formellement, et comment il est, la case tout en bas, c'est la version en plomb avec des caractères de titrage qui, un, il est large et l'autre, il est plus vertical. Mais on voit très bien à quel point il a fait une transformation formelle entre les années 17e siècle et 20e siècle. L'autre aspect qui était aussi déjà, on a parlé un peu, est la façon comme cette mélange entre les trois scripts a lieu et quels sont les pourcentages de la présence. Et j'ai trouvé un très beau exemple de Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, c'est un confrère allemand qui est parti dans les années 60 s'installer au Japon. Et d'ailleurs, il a fait des choses vraiment remarquables qui sont toujours connues. Ça veut dire, si vous achetez par exemple le journal IDEA, qui est un journal qui est spécialisé pour le design graphique et la typographie, c'est lui qui a fait par exemple le caractère de titrage. Si vous êtes en train de vous altérer, vous êtes en été, vous avez soif et vous allez chercher un de ces distributeurs qui sont un peu partout, il y a un boisson bleu qui s'appelle Pocari. Pocari Sweat, exactement. C'est lui aussi qui a fait ce visuel, ce logo et tout ça. Alors c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur de la culture japonaise et qui s'est intégré et aussi intéressé bien sûr très rapidement à tous ces systèmes d'écriture et du travail avec. Et la chose qui nous a fait cet exemple, c'est un article d'un des grands journaux japonais qui a fait un article sur la chute du mur à Berlin. Et il a utilisé cet article pour faire une sorte de filtrage par script. Ça veut dire, tout à gauche, vous avez toutes les trois scripts, kanji, hiragana, katakana ensemble. Et à droite, vous avez déjà enlevé toutes les hiragana et toutes les katakana. Ça veut dire qu'il ne vous reste que les kanji. On voit déjà, c'est devenu bien plus léger. On fait le même jeu de filtrage. Celui à gauche, on garde juste les hiragana et celui de droite, on garde les katakana. Et ça nous montre un peu les pourcentages de comment ces trois scripts sont présents dans une mise en page. Et Shintaro, ce matin, il a dit entre 60 et 70%. C'est un peu les mêmes chiffres que moi j'ai aussi retenus. Et ça veut dire quand même que les caractères kana, also hiragana et katakana ensemble,
sont majoritairement présents dans la mise en page. Ça veut dire aussi que c'est eux qui donnent un peu la tonalité et qui peuvent, entre guillemets, visuellement prendre la main sur le kanji. Et c'est pour ça aussi que Shintaro l'a expliqué. Si on veut donner une certaine coloration formelle, on peut l'obtenir en travaillant sur les kanji, sur les hiragana et katakana. Et les kanji, comme ils vont s'intégrer, ils vont reprendre quelque part, ils vont avec, et c'est les kana qui dominent formellement. Alors, Émilie vous a déjà torturé avec des chiffres terribles. Alors, je rajoute encore une couche. Alors ça, je pense, c'est des chiffres similaires. Ils sont peut-être juste, peut-être pas le même standard. Also, moi, j'ai retenu du Japanese Industrial Standard Comité 10 050 kanji, plus encore 1000 non-kanji. Après, les nouveaux chiffres pour si vous faites le bac en Japon, c'est 2136 kanji. Et ensuite, les hiragana et les katakana, qui ne sont pas très nombreux. Mais comparé avec notre latin, c'est clair, on est quand même dans des quantités beaucoup plus élevées, même si on compte avec le latin les diacritiques et tous les signes spéciaux. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que les Japonais aussi, ils ont se posé régulièrement la question, est-ce que leur système est c'est vraiment raisonnable de continuer d'utiliser ça comme ça? Et parce que les conséquences étaient aussi que, par exemple, une machine à écrire japonaise, ça ressemble à ça. Et là, vous avez de loin pas toutes les glyphes dedans que vous pourrez éventuellement utiliser. On est autour de 2000 glyphes. Il y a un petit tiroir cette machine-là, autour de 2000 signes. Et si on regarde après, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisation? La vitesse de l'utilisation. Et ça, c'est quelqu'un expérimenté. Ça veut dire, on est sûrement avec quelqu'un qui tape ça avec une machine à écrire, avec n'importe quelle langue en latin. Il a déjà écrit quelques phrases à ce moment-là. Alors, c'est juste pour illustrer que les écritures japonaises, ils sont magnifiques, mais ils ont vraiment aussi régulièrement donné des questionnements. Est-ce que ça fait sens? Parce que déjà pour l'apprendre, un écolier pour apprendre toutes ces différentes signes, ça prend bien sûr beaucoup plus de temps que de latin. Pour un étranger qui veut apprendre et se confronter à cette culture, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Ça veut dire aussi économiquement, c'est plus compliqué, les échanges sont plus compliqués. Et techniquement, c'était un défi de taille, parce qu'Émilie a bien montré ça, les premiers ordinateurs, les tout premiers, ils étaient encore à 8 bits, ça veut dire qu'ils adressaient juste pour 256 glyphes les adresses, et ça veut dire que c'était absolument impraticable dans un premier moment, et c'est au fur et à mesure où on a trouvé des astuces. Alors, avec tous ces questionnements, il y a monsieur Yoshitaro Yamashita qui a en 1920 créé une fondation, la fondation Kanamochikai, et qui s'est beaucoup engagé pour une simplification, une réforme de la façon comme le Japon utilise ses écritures. Et c'est une fondation qui est toujours active jusqu'à aujourd'hui. Ils ont régulièrement publié des écrits sur les avantages et désavantages et comment on peut faire pour être mieux avec le système d'écriture au Japon. Et si on veut regarder un peu le but final, ça postule vraiment d'abandonner complètement les kanji, d'utiliser que les katakana et d'utiliser le wakashigaki, ça veut dire d'introduire l'espace mot dans l'écriture,
parce que ça, vous avez aussi entendu entre-temps, au moment où vous utilisez le japonais, vous n'avez pas un espace mot, vous enchaînez les 3 scripts une après l'autre, et c'est justement les kanji et la répartition avec les hiragana et katakana qui aident après de mieux lire la phrase et de ne se pas perdre. Au moment où on n'utilise que le katakana, ça s'impose presque d'introduire un espace mot. Après, ils ont longtemps aussi toujours milité pour une écriture horizontale de gauche à droite, une chose qui est maintenant de plus en plus courante. Ils ont déjà proposé de réduire le nombre de kanji pour que c'est plus facile à mémoriser, qu'on n'utilise que le katakana et les kanji mixtes, et même de réformer l'utilisation de kana de la façon de créer vraiment une nouvelle base. Et au-delà de ça, ils proposent aussi de changer le vocabulaire, parce que vous avez dans le japonais, vous avez aussi un certain nombre de mots qui est originaire du chinois. Alors là, on est bien sûr aussi sur des questions politiques et de nationalité et tout ce qui est touché avec ça. Alors je vous mentionne ça parce que je pense les buts de cette fondation de Kanamochi Kai étaient quand même quelque chose, une sorte de moteur aussi d'interrogation pour des créateurs de caractères. Et je vous montre là une partie du travail de Isamu Miki. Isamu Miki, il a bien regardé un peu toutes ces différentes suggestions, et il était actif justement pour des entreprises comme Hitachi, comme pour IBM, et il a créé surtout des caractères kana qui servaient après pour ces entreprises. Et en haut, on a une proposition de 1943, c'est plutôt un caractère de titrage. Et fait intéressant, c'est une cursive un peu à l'italique, comme nous, on connaît ça dans le latin. Là également, en principe, dans les caractères japonais, vous n'avez pas des italiques normalement. Vous pouvez toujours les artificiellement déformer, mais le principe de l'italique comme une forme distinctive, ça n'existe pas. Comme ça. Alors il a fait une proposition italique. Et en bas, ça c'est une première esquisse de 1956 pour une machine à écrire qui a été après développée. Et on remarque un peu déjà différentes choses. Tout de suite, c'était bien sûr pensé pour une utilisation horizontale. Et avec ça, on voit bien aussi que les certaines guidances optiques, ils sont maintenues. C'est-à-dire au moment où on justement utilise les caractères horizontaux, les repères, c'est important qu'ils sont horizontaux. Et ça, c'est une des grandes thèmes d'aujourd'hui, parce que la plupart des caractères qui existent sur le marché étaient d'origine dessinés et développés pour une utilisation verticale. Et si vous les utilisez maintenant aujourd'hui en horizontal, vous n'avez pas les repères visuels au bon endroit, et ça vous crée une sorte de mise en gris qui est vraiment pas très, qui est instable et qui est nerveux. Alors lui, il a tout de suite intégré ces repères verticaux pour qu'on ait une mise en page qui est bien calme. Alors il n'a pas seulement travaillé pour le Japon, il a travaillé aussi pour IBM. Et IBM a sorti dans les années à partir des années 60, si je ne me trompe pas, fin des années 60, cette fameuse machine avec la boule. Ça veut dire c'était une première proposition de machine à écrire qui permettait de changer le caractère d'utilisation. Il suffisait juste d'enlever la boule, de mettre une autre boule, et vous avez eu un autre caractère que vous avez pu utiliser. Et le caractère que vous avez vu précédemment était justement une esquisse pour ce qui est devenu après le caractère machine à écrire IBM 72. Peut-être les plupart d'entre vous connaissent plus vraiment les machines à écrire,
mais le petit marteau qui frappe la page est pas du tout carré, c'est toujours un rectangle, c'est pour des raisons de l'encombrement de l'espace. Alors pour Isamu Miki se posait aussi la question sur la largeur des katakana, et ça c'est un schéma qu'il a fait à l'époque où il a fait la moitié, trois quarts, et après un et demi, et même le double espace pour des expérimentations. Et je pensais aussi quelque chose qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. On peut dire les Japonais comme les Chinois, c'est monospace, ça veut dire chaque lettre, il prend exactement le même espace et il n'y a pas de crénage. Où il y a des crénages, on peut le faire, mais on le fait en général manuellement. Et là, on peut tout à fait aussi poser la question si ça, ce n'est pas un paramètre qui peut être intéressant de jouer justement sur la largeur et aussi aider à équilibrer la densification des signes avec ça. Une autre proposition qui date des années 50 et que je trouve aussi intéressant, et c'est tous des katakana, ça veut dire c'est vraiment, je pense, tous aussi motivés par la fondation de Kanamochi Kai. Et c'est une proposition qui a été faite dans les années 50 par Tadanori Matsuzaka, que je trouve très belle comme une sorte de cursive entre écriture manuelle et quand même dessinée. J'avoue moi-même que je trouve que ce n'est pas très facile à lire, mais comme je ne suis pas natif japonais, et comme ça me prend beaucoup plus de temps de déchiffrer ça, peut-être quelqu'un japonais peut le lire très facilement, ça je ne peux pas le juger, mais je trouve en tout cas esthétiquement, je trouve que c'est vraiment une proposition qui est intéressante, qui définit aussi tout de suite des angles de l'inclinaison pour tester aussi cet aspect-là. Et je viens à une des productions phares, à mon avis, dans les dernières décennies au Japon, c'est le projet Le Caractère Typos. Et Émilie a déjà commencé à parler d'un de ces trois membres qui ont fondé après la groupe Typos. Et la chose qui était vraiment intéressant, les plupart des caractères, ou beaucoup des caractères avant, Isamu Miki, il a déjà dessiné les caractères avec un compas, avec des règles, mais les plupart des caractères étaient quand même toujours dessinés autrement, et là c'est vraiment des dessins comme nous, on le fait plutôt dans le monde latin. Et si vous regardez cette illustration à gauche, en fait, c'est l'illustration clé qui vous donne un peu tout le déchiffrage formel, comment ce caractère il est dessiné, sur quoi il est basé. Ça veut dire ça définit les groupes qui se rejoignent visuellement avec ce schéma ici. Ça veut dire là, on a tous ces éléments un peu arrondis. Il nous donne aussi les auteurs de certaines parties verticales, ça veut dire à quelle position ils sont positionnés. Et on a à droite, on a à l'époque, on s'est défini 5 gresses. 5 gresses en latin, c'est pas mal. En latin, on a souvent même des fois plus, mais 5 gresses, c'est déjà beaucoup. En fait, pour le japonais, ce n'est pas vraiment beaucoup. Si vous regardez aujourd'hui des caractères, ils sont souvent dans plein petites gradations de taille. Et ça, c'est aussi lié à la façon que la densité des kanji est tellement grande qu'il suffit des fois juste une graisse inférieure pour que le caractère d'une certaine taille reste encore bien lisible. Mais là, c'était la base du caractère typos était sur 5 graisses. Et si on regarde historiquement un peu qu'est-ce qui a se passé préalablement dans le monde de la création des caractères, on tombe forcément aussi sur le travail de Adrian Frutiger avec l'univers.
L'univers qui était quelque part une révolution dans la façon de concevoir un caractère, parce que c'était dès le début, c'était conçu comme une famille complète avec toutes les positions et toutes les différentes variantes. Ce qui différait de la pratique à l'époque jusqu'à dans les années 50, en général, on a créé 2-3 Grèces, plus les italiques. On regardait si les caractères se vendaient bien, et si ça se vendait bien, on a commencé à investir et à agrandir la famille. Sauf que ça a un désavantage, c'est peut-être plus la même équipe qui travaille là-dessus. Des fois, le créateur, il est mort. Il y a un très bel exemple avec les caractères de Eric Gill, qui est un Anglais qui a fait le Gill. Et le Gill, aujourd'hui, c'est une famille qui est très, très grande, sauf qu'il y a très peu de membres de cette famille qui étaient vraiment créés finalement par Gill, et les autres étaient rajoutés par d'autres personnes. Et c'est clair qu'il y a des ruptures stylistiques et aussi des fois même conceptuelles qu'on va avoir. Ça veut dire la famille est beaucoup plus hétéroclite et jamais aussi homogène qu'au moment où vous faites ça d'un trait, la conception. Alors je pense, bien sûr, ça fait le tour du monde, et je pense les 3 membres de la groupe Typos, je pense qu'ils sont inspirés de ce modèle-là, ils ont à partir de là développé après le caractère. Et ça, c'est un trouvaille des dernières semaines. Justement, j'ai pu mettre la main sur cette petite spécimen qui annonçait la sortie de ce caractère. Et si on veut, c'est un document vraiment historique. On voit plusieurs aspects de ce caractère, comment il se présente. On a ici les 2 hiragana et katakana dans une utilisation horizontale, avec aussi les chiffres qui sont des chiffres arabes. On a après les mises en œuvre avec les kanji, ça veut dire katakana, hiragana et kanji en vertical et horizontal. Et on a le début de leur esquisse un peu du développement de la famille, c'est le diagramme à gauche, où on voit avec un système de numérotation qui aussi nous rappelle la famille de l'univers. Au lieu de dire léger, gras, bold et tout ça, ils ont aussi travaillé avec une numérotation. Ça veut dire qu'il y a une colonne verticale avec les numéros et une colonne horizontale avec les numéros. Et là où le caractère il est posé, par exemple ici, ça c'est le 44, ça c'est le 45, et ainsi de suite. Ça c'était les positions possibles si on regarde ça par une interpolation. Et là où il y a la case qui est remplie, ce sont ceux qu'ils ont fait en 1968, au moment où le caractère est sorti. À droite, on a un tableau où il compare un peu avec des linéales, des gothiques existants de l'époque, et qu'est-ce qu'ils ont changé. Shintaro Ayoka a aussi très, très beau montré ça, comment on peut varier dans une lettre le trait, s'il sort pas, s'il est plus tendu et tout ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui aident après aussi de améliorer la lisibilité, de créer des contreformes qui sont plus ouverts, et tout ça, ce sont aussi des choses qu'eux, ils ont intégrées dans leur formalisation de ce caractère. On a le clé du jeu formel. Vous avez en haut, vous avez les 12 éléments qui constituent les kana, ça veut dire hiragana et katakana. Et on est clairement dans une idée du module, ça veut dire on se crée une sorte de box à outils formelle avec laquelle on crée après, ou on essaie de créer la majorité des signes qui forcément nous donnent après l'occasion de voir une cohérence formelle de toute cette combinaison des glyphes. En bas, on a les éléments formels des kanji. Il faut dire, eux aussi, ils ont commencé avec les
katakana, si je ne me trompe pas. Et les kanji sont complétés plus tard, parce que tout simplement, c'est de nouveau, c'est vraiment beaucoup plus de travail. Le caractère était un tel succès que après la version de 1970, il était en constant agrandissement. La famille est devenue de plus en plus grande. Ça veut dire, vous avez ici à gauche, vous avez la version de 68. Et là, entre 1997 et 2007, vous avez vraiment tous les nouveaux membres qui ont se rajouté. Et c'est devenu vraiment, après la famille de Jinta Ayoka, la deuxième grande famille, à ma connaissance, qui existe aujourd'hui au Japon. Alors ça, c'est maintenant tous les styles, les nouveaux styles qui étaient créés dans les années suivantes pour vraiment faire cette très grande famille et qui aussi, pour moi, vraiment dans la conception, un très bel exemple de la façon comment on peut créer un caractère. Et c'était intéressant parce que dans la présentation qu'on a eue ce matin de la famille Kana, de Ayoka, il a parlé aussi que lui, il n'est pas vraiment typographe ou dessinateur de caractères, mais qu'il vient plutôt de la côté utilisateur. Ça veut dire il utilise des caractères qui étaient créés par d'autres et il voit aussi avec cette utilisation les problèmes que ça crée, parce que c'est toujours souvent le cas que les purs et durs créateurs de caractères, ils n'utilisent jamais leur création comme quelqu'un qui est sur le champ qui les utilise. Ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte de certaines choses que quelqu'un d'autre qui les utilise au quotidien. Et dans les années 60-70, la fonderie Shaken, c'était une des grandes, ou de plutôt grandes fonderies au Japon, a fait des concours pour des nouveaux caractères. Et Hiroki Nakamura était un des lauréats. Et lui aussi, il est plutôt venu du graphic design. Ça veut dire qu'il a créé en fait le caractère qui lui semble un peu le caractère de rêve, qui lui aidait à travailler de la façon comme il a souhaité sans avoir les contraintes avec d'autres. Et si vous regardez ça, peut-être vous avez même encore quelques bulles des mangas en tête, et parce qu'il y a sur certaines de ces bulles de manga, il y a le caractère nar qui était aussi utilisé. Et la chose qui est là aussi tout de suite visible, il a tout de suite fait la conception dans le sens que le caractère peut être utilisé vertical comme horizontal, c'est-à-dire que les deux orientations sont respectées et que dans les deux orientations, visuellement, la mise en page est le plus calme et le plus réussi que possible. Et il y a maintenant une chose qui est intéressante, si vous regardez bien, on a la version verticale et on n'a pas d'entremot ici. Là où il y a des petites pauses, ça semble être un entremot, mais ça c'est une virgule pour une utilisation verticale. Ça c'est le point. Ça veut dire qu'on est quand même en continu. Si vous regardez maintenant la version horizontale, là on a toute une combinaison, ça veut dire on enchaîne. Il y a une virgule, la virgule change la forme, ça veut dire on n'est plus avec la même forme ici. On a un espace-mot, on enchaîne, virgule, espace-mot. Ça veut dire, là il y a déjà aussi des principes du Kanamochi Kai qui sont appliqués. Je pense que formellement le créateur il a jugé nécessaire ici de donner aux virgules une autre forme que dans la version verticale. Personnellement, je trouve que c'est quand même plus calme ici, mais ça c'est des questions. Il a sûrement ses raisons pour cette façon de faire. Bon, on a déjà vu ça, c'est la grande famille de Kana. Et peut-être je ne sais pas si c'était pour tout le monde si clair, parce que
Shintaro est allé avec une vitesse, il a traversé sa création avec une vitesse absolument décoiffante. Alors là, vous avez encore une fois le tableau avec les 5 membres de famille. Après, avec les différentes cresses et avec des changements stylistiques qui permettent après de combiner avec différentes sortes de kanji. Also jusqu'à ici, ça c'est par exemple avec l'esthétique des Mincho. Après, on a les gothiques et des formes un peu plus hybrides qui viennent. Et le principe est vraiment que vous choisissez vos caractères de cette famille Kana et vous regardez après avec quelle famille de kanji vous voulez combiner ça. Et même aujourd'hui, si vous faites une mise en page, moi j'ai découvert ça aussi seulement récemment, InDesign est vraiment, la version japonaise est vraiment préparée d'une manière très spécifique pour que vous pouvez, même pour une seule glyphe ou plusieurs glyphes qui se suivent, intégrer une autre famille beaucoup plus facilement que nous, on pourrait le faire avec notre version latin. Je reviens sur un autre projet de Helmut Schmidt qu'on a déjà cité avec sa publication où il filtre les différentes scripts. Alors Helmut Schmidt, il a pas mal travaillé aussi pour l'industrie et entre autres pour Otsuka Pharmaceutical. Et d'une part, il a créé le logotype pour eux, mais il a aussi créé un caractère katakana qui est après décliné justement formellement aussi du logotype et qui est présenté ici et que je trouve aussi intéressant comment sa proposition comme il fait, assez radicale. Chose qui est aussi intéressante, on est un peu dans l'ère du temps, le caractère latin qui est utilisé là sur les emballages, c'est l'univers qu'on vient aussi de citer. Et bon, moi j'ai commencé à m'intéresser un peu à une extension d'un de mes caractères à partir de 2013-2014, après plusieurs voyages que j'ai fait au Japon et aussi avec les découvertes que j'ai fait à ce moment-là. Et je suis allé un premier moment avec une cachée de bourse de recherche en 2015 du CNAP au Japon. Et dans les rencontres que j'ai faites, j'ai aussi fait connaissance de quelqu'un qui travaillait pour l'association des architectes japonais et on a partagé un moment l'atelier et au moment où il était sur ce projet-là, il me dit, écoute là, si tu te veux forger un peu, tu peux faire des tests. On a un logotype de 4 kanji. Ça ne devrait être pas trop compliqué. Il faut qu'on peut l'utiliser en vertical et en horizontal. Et c'était une très belle occasion pour moi de mettre un peu la main dans la pâte. Et les quelques premiers essais, ce sont ceux qui sont à gauche, où j'ai encore travaillé avec des modulations du trait, où j'ai essayé de voir comment ça marche. Mais après, dans les différentes séances de travail et aussi avec les échanges avec les architectes, on a laissé tomber les modulations et est venu à quelque chose de bien plus linéaire. Et ça que vous voyez maintenant à droite, ce sont les deux versions horizontale et verticale de ce logotype. Et la première numéro 1, la couverture. Quelques années plus tard, j'ai continué de travailler sur ce caractère beeline, l'extension pour le beeline. C'était à la Villa Kujuyama. Ça, c'est une photo de l'atelier à l'époque. Et ça, c'est les ouvrages que j'ai aussi entre-temps rassemblés sur la thématique de la création et sur l'histoire des caractères japonaises. Et une grande partie de ça, vous voyez à l'extérieur dans l'exposition.
il y a des ouvrages qui sont absolument remarquables et je pense aussi que c'est quelque chose qui... on n'a pas énormément de publications dans ce domaine et beaucoup qui étaient faits, qui sont remarquables, étaient effectivement faits entre les années 50 et 1980. Et c'est, comme j'ai déjà remarqué avant, c'est Kainosuke Sato qui était un des personnes les plus profiliques dans ce domaine et ils sont absolument remarquables. Et je pense que le grand avantage aussi d'un livre, et on trouve quand même très concentré une information qui est des fois, moi j'ai regardé aussi beaucoup sur Internet, mais c'est vrai, beaucoup des sources importantes sont quand même venues par ces livres. Et bon, le projet est toujours en travail. Je vous montre juste un élément clé qui est un peu la relation des proportions entre les 4 scripts, latin, hiragana, katakana et après les kanji. Ça détermine après comment ça s'intègre dans une mise en page horizontalement. Et à droite, c'est un peu le but que je me mis pour une première étape. Alors, bon, pour le latin, c'est bon. Hiragana, c'est presque bon. Je suis en train de reconsidérer des choses, de même avec certaines katakana. Et pour les kanji, bon, il y a encore un peu de chemin à faire. Voilà, merci beaucoup.